Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Toujours en compagnie et en votre compagnie en direct jusqu'à 10h avec votre rendez-vous économique du dimanche. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Si je vous commençais à vous raconter une histoire, celle de Nectar, Dlouglou et Félicité, ça vous rappelle quelque chose Maxime ? Pas encore, figurez-vous. Écoutez, on va le voir dans un instant, mais c'est surtout l'histoire de la marque Nicolas et de Nicolas, Maison Nicolas. Il n'y a que 200 ans à traverser. Nous sommes avec Cathy Collard-Gégère, directrice générale de la Maison Nicolas. On va parler sans modération, de vin, un peu du passé et surtout du présent et de l'avenir de cette marque qui est devenue au fil de ces années iconique. Et nous sommes également en duplex avec Caroline Laverdé, notre avocate et consultante entrepreneuriale, qui va nous parler d'intelligence artificielle, opportunités ou menaces. Elle va y répondre dans un instant. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, cette semaine, on va lever notre verre, mais oui, même à cette heure-ci, il n'y a pas d'heure pour une bonne bouteille ou un bon verre, à une institution vieille de plus de 200 ans, vous le disiez. Nicolas, c'est une marque qui a littéralement inventé une nouvelle façon de consommer du vin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout cela a commencé ? Imaginez Maxime, nous sommes en 1822. À cette époque, si vous vouliez boire du vin chez vous, il fallait carrément acheter un fût. Un homme, Louis Nicolas, crée sa marque et s'installe au 53 rue Sainte-Anne à Paris. Il devient le précurseur de la vente de vin en bouteille. Cette petite révolution logistique va tout changer. Fini les tonneaux encombrants, place à une consommation plus pratique, plus accessible. Le succès est immédiat. Et Nicolas va ouvrir 3 dépôts à Paris dès sa première année. Et cette intuition va quand même faire grandir la marque très très rapidement, non ? Oui, absolument, parce qu'on est en 1895. Étienne Nicolas va succéder à son père et l'entreprise compte déjà plus de 40 succursales. Puis dans les années 20, la marque se fait connaître grâce à une communication publicitaire pionnière. En 1922, l'illustrateur Drancy crée Nectar, un petit livreur moustachu portant 32 bouteilles avec ses 2 mains. Ça deviendra l'emblème de la marque. En 1925, il sera accompagné de Dlouglou, un enfant livreur. Et en 1930, Nectar se mariera avec Félicité. C'est dans les années 30 que la famille va s'agrandir fortement avec plus de 275 magasins. Et Nicolas ne s'arrête pas là. En 66, ce sont les premiers à proposer la vente de Beaujolais nouveau à grande échelle. 20 ans après, ils lanceront leur coffret cadeau. En 1995, ils vont créer leur gamme maison de petites récoltes et la e-réservation en 2016, une vraie culture de l'innovation. Quand on voit ce développement excessivement rapide, est-ce que pour autant Nicolas est aujourd'hui toujours une entreprise familiale ? Alors sous l'angle capitalistique, non. Elle est revendue en 1984 au groupe de spiritueux Rémy Martin, devenu depuis Rémy Cointreau, avant d'être cédé au groupe Castel en 1988. Il en est d'ailleurs toujours le propriétaire. Et pourtant, Thomas, même une institution comme Nicolas peut traverser des turbulences et rencontrer des difficultés. Oui, car comme beaucoup d'autres, ils ont été confrontés à la baisse de consommation de vin et à la mutation des comportements, mais aussi à la concurrence de la grande distribution avec une pression tarifaire importante. L'arrivée également de cavistes indépendants et la montée du digital ont accentué les difficultés. L'enseigne a dû fermer des boutiques, mais Nicolas réagit, elle se réinvente en devenant la Maison Nicolas. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et justement, pour en parler, Thomas, nous sommes ce matin avec Cathy Collard-Gégère, la directrice générale de la Maison Nicolas. Bonjour Cathy Gégère. Bonjour. Dites-moi, le changement c'est maintenant ? Ah oui, le changement c'est urgent, c'est maintenant. Le monde bouge et donc on a besoin de changer également, oui. Vous êtes à la tête de cette belle maison, cette belle enseigne depuis 7 mois. Quand vous êtes arrivé, le constat que vous avez fait, c'est que c'était une belle endormie ? Oui, c'est-à-dire comme le marché, on a un marché qui est en décroissance maintenant depuis 60 ans. Vous le disiez très justement, les consommateurs changent, les tendances aussi. Donc il est urgent de se réinventer pour accompagner le marché et rester leader de ce marché. Alors justement, on va regarder ce que vous avez fait depuis 7 mois. Que signifie concrètement ce passage de Nicolas à Maison Nicolas ? Quelle est la philosophie derrière ce changement ? Ce changement, il a pour vocation de repositionner la marque dans son marché. Et puis effectivement, ça passe par une nouvelle identité de marque, puisque c'est la partie la plus visible finalement pour nos consommateurs. Donc derrière Maison Nicolas, source de convivialité, il y a effectivement à la fois notre histoire et puis à la fois ce qu'on veut représenter dans la vie des gens d'aujourd'hui. Donc
Donc Maison Nicolas, par exemple, est véritablement maison, le trait d'union entre ce qu'on a été, ce vous le disiez très justement, à l'époque, Louis Nicolas appelait Nicolas sa maison, maison fondée en 1822. Alors quand on a 200 ans d'âge, beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ont un passé se posent souvent la question, comment on peut se créer un avenir sans renier son passé? En d'autres termes, comment comptez-vous moderniser une marque patrimoniale tout en préservant son héritage de 200 ans? Moi, je suis convaincue qu'effectivement, quand on veut recontextualiser une marque, il est important d'en respecter son histoire, de la connaître et de s'en imprégner. Parce que finalement, c'est comme une personne. Elle a un ADN, cette marque, et il est important de comprendre de quoi il est fait pour recontextualiser tout ça. Donc moi, finalement, concrètement, je suis allée voir les archives, figurez-vous. Oui. On a une salle archive, en fait, chez nous. Je suis allée lire un certain nombre de textes, et ce qui fait que je sais que la maison Nicolas s'appelait Maison à l'origine en 1822. Et puis, j'ai opéré un tour de France aussi auprès de nos cavistes. J'ai rencontré nos fournisseurs, groupes consommateurs, clients de Nicolas et ceux qui ne le sont pas encore, pour effectivement comprendre finalement tout l'écosystème autour de cette marque. Oui. Alors, on va s'intéresser un petit peu, justement, on va rentrer un peu dans le détail. Vous avez des clients, bien évidemment, vous comptez les faire revenir pour ceux qui sont partis ou en faire venir de nouveau. Votre objectif, c'est de faire croître cette clientèle de 5% tous les ans, pendant plusieurs années, évidemment, pour revenir probablement à un niveau que vous avez connu et inscrire aussi Maison Nicolas dans le siècle que nous vivons. Comment vous allez vous y prendre ? Eh bien, en fait, derrière ce logo, c'est tout un plan de transformation qui va être mis en place sur ces 5 prochaines années pour effectivement, notamment, remettre le client au cœur de notre stratégie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce client, on va le connaître, on va s'intéresser à lui grâce à la data, mais on va aussi le reconnaître, lui faire vivre des expériences inimitables, changer notre programme de fidélité. Alors justement, c'est intéressant, je vous interromps, parce que vous parlez de data, donc c'est toutes ces données qui relèvent des clients. C'est le constat que vous avez fait en arrivant, que vous aviez fait d'ailleurs chez Picard, parce que vous êtes l'ancienne directrice générale de Picard. Quand vous étiez arrivé dans les 2 cas de figure, il n'y avait pas d'outils de connaissance des clients. C'est incroyable de le croire aujourd'hui. En tout cas, quand on veut être juste vis-à-vis de ses clients, il faut d'abord les connaître, il faut s'intéresser à eux. Et effectivement, dans l'une et l'autre enseigne, il n'y avait pas de data. Et donc, c'est ma priorité aujourd'hui que de l'installer chez Nicolas pour effectivement connaître les comportements d'achat, connaître effectivement ce que consomment nos clients, quand ils le consomment, comment ils le consomment. Et donc, c'est important effectivement de remettre le client au cœur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en présentant l'histoire de la Maison Nicolas, il y a eu beaucoup d'innovations. On voit, et vous venez de le dire, on veut remettre le client au centre du débat, donc mieux connaître ses aspirations du moment. On voit que le sans-alcool pousse beaucoup aussi. Il y a beaucoup de petites choses qui sont en train de se passer dans la consommation. Justement, quelle est votre analyse du marché aujourd'hui ? Comment les gens consomment et vers quoi ils se destinent? Mais ils consomment effectivement extrêmement différemment, vous l'avez dit, tant dans le produit. Le sans-alcool est un marché qui progresse aujourd'hui terriblement. 32% des clients, des Français, consomment du sans-alcool et c'est 4 points de plus que l'année passée. Donc vous voyez une belle progression et on veut être les référents sur ce marché-là. Mais ils consomment aussi différemment. 71% des foyers sont composés d'1 à 2 personnes en France. Oui. Donc ça veut dire effectivement, on hésite peut-être à ouvrir une bouteille quand on est seul ou à 2. Et donc là aussi, les bag-in-box sont par exemple effectivement un contenant qui progresse entre 4 et 5% aujourd'hui. Mais on est d'accord pour dire quand même que le vin reste le centre de votre offre, sachant que au passage, vous proposez 3000 références. Alors, il reste le centre de notre offre, mais là aussi, ça doit évoluer. Vous voyez, la déconsommation du vin est importante au profit de la bière, au profit effectivement d'autres boissons sans alcool, au profit même dans les couleurs, les choses changent. On boit moins de vin rouge, on boit plus de vin blanc. Cette stratégie doit se déployer sur 5 années. C'est bien ça ? Oui, absolument. De manière à ce qu'on en voit la traduction, vous allez repenser les magasins, vous allez repenser l'offre, tout va y passer en fait. Absolument, parce qu'en fait, au-delà d'un logo partie visible, il faut maintenant apporter des preuves à nos clients, qu'on a bien compris effectivement comment ils consommaient. Donc les preuves, c'est des changements de gamme, c'est un nouveau programme de fidélité, c'est un nouveau concept magasin, c'est une nouvelle manière de les accueillir, c'est une expérience inimitable qu'on va vivre dans notre maison Nicolas. Donc tout ça effectivement prend du temps.
Alors, juste pour terminer notre échange de ce dimanche matin, je voudrais vous m'intéresser un petit peu à vous. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 7 mois à la tête de la Maison Nicolas. Précédemment, vous avez dirigé Picard, vous êtes passé chez Auchan, chez Intermarché. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre carrière totalement dans la distribution et une grande partie dans la grande distribution d'ailleurs? Parce que c'est un métier passionnant. En fait, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la distribution et c'est finalement comprendre ce que vivent les gens et comment apporter des solutions pour qu'ils puissent mieux vivre. Du coup, vous voyez avec un bon œil l'arrivée de Serge Papin au ministère des PME, ancien dirigeant de Super U. Oui, c'est effectivement un ancien collègue et il a aussi un grand professionnel de la distribution, donc il aura aussi à cœur effectivement de faire valoir son savoir-faire et son expertise. Oui. Ma dernière question pour vous, Cathy Collard-Gégère, vous voyez comme une entrepreneuse? Ah oui, absolument. Absolument, parce que effectivement, moi, mes moteurs, c'est entreprendre, c'est innover, c'est finalement aller là où la marque n'a peut-être pas osé aller, et donc c'est ce qui m'incarne effectivement toute cette audace et cette détermination. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup Cathy Collard-Gégère d'être passée du côté d'Oser Entreprendre, et je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Maison Nicolas, et si bien sûr vous nous avez entendu et vous avez ouvert une bouteille, on rappelle qu'évidemment il faut boire de l'alcool avec modération. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Pour conclure ce Oser Entreprendre, mon cher Thomas, nous sommes avec Caroline Laverdé, notre avocate, et vous allez avec Caroline nous parler d'intelligence artificielle. C'est clairement un accélérateur de performance pour les entreprises. Oui Maxime, parce que l'intelligence artificielle est déjà partout, quoi qu'on en dise, dans les bureaux, les usines, les services clients et même dans les directions stratégiques. Caroline, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, l'intelligence artificielle est désormais au cœur des stratégies des entreprises les plus performantes? Eh bien Maxime, Thomas, est-ce que vous saviez que l'intelligence artificielle peut vous faire gagner 20% de productivité dans votre travail? Il en est de même pour les entreprises grâce à l'automatisation de certaines tâches et sa capacité à accélérer les processus. Elle aide à décider plus vite, à travailler plus efficacement et à innover plus souvent. Alors donc pour vous, Caroline, c'est inéluctable. L'IA, donc l'intelligence artificielle, va être absolument partout. Absolument, car la vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir s'il faut s'y mettre, mais plutôt comment l'adopter intelligemment et de manière responsable. Et le gouvernement vient d'ailleurs de lancer le plan Oser l'IA pour favoriser le développement de l'usage de l'IA dans les entreprises et former 15 millions de professionnels d'ici 2030. Alors concrètement, comment les entreprises utilisent-elles aujourd'hui l'IA et quels en sont les avantages ? Eh bien, les exemples sont innombrables. En finance, elle détecte les fraudes et optimise les investissements. Dans l'immobilier, elle évalue la valeur d'un bien, repère les tendances du marché ou encore facilite la gestion locative. Même le monde juridique s'y met. Recherche de jurisprudence, rédaction contractuelle, analyse prédictive. Certains décrivent l'IA comme un collaborateur augmenté qui fait gagner du temps. Mais soyons clairs, Caroline, l'IA est également porteuse de risques, tout le monde le dit. Évidemment, l'IA peut aussi se retourner contre ceux qui l'utilisent mal. Erreur d'analyse, mauvaise utilisation des données, violation des droits de propriété intellectuelle. Sachez que les risques sont réels et bien présents. Et derrière la machine, il y a toujours une responsabilité humaine. Elle doit donc rester un outil maîtrisé, transparent et sous contrôle. La vigilance et l'éthique sont les deux garde-fous indispensables. Alors justement, vous qui êtes avocate, comment peut-on bien encadrer l'IA ? Eh bien, l'Europe a posé un cadre avec le règlement AI Act qui impose des règles de transparence et vise à garantir la protection des droits des personnes. Ensuite, chaque entreprise doit se doter d'une gouvernance interne, contrôler les algorithmes, auditer les données, former les équipes et instaurer une culture de la responsabilité numérique. Et il est également important de respecter le RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données, lorsque des données personnelles sont utilisées, c'est-à-dire ne collecter que l'essentiel, informer les personnes, assurer la suppression des données, etc. L'idée est donc de piloter l'IA avec l'intelligence, cette fois-ci humaine. Merci Caroline. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve dans un instant avec Oser Investir en ce dimanche matin. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.